Bonjour à toutes et à tous, c'est Ancapostique. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle histoire de la danse. On va s'intéresser aux bals clandestins qui se sont déroulés pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est un récit fascinant de l'histoire de la danse, même si l'aspect chorégraphique n'est pas le plus complexe ici, comme on a pu le voir dans précédentes vidéos. Ce qui compte ici, c'est plus le contexte, comment les gens se sont retrouvés pour aller danser dans les bals. Sachez qu'à cette époque, ce qui va interdire les bals, ce sont des lois, donc ça va vraiment passer dans le cadre illégal, et c'est pour ça qu'on appelle ça des bals clandestins. Ce qui m'a aidé à écrire cette vidéo, c'est ce livre de Alain Quillet-Verret, Les bals clandestins pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, il n'y a pas tout qui est intéressant dans ce livre, parce qu'il y a un grand aspect sociologique avec beaucoup de statistiques, et voilà, l'aspect chorégraphique n'est pas le plus important ici. Et ce qui m'a aidé à écrire cette vidéo aussi, c'est un documentaire, Le temps des bals clandestins, réalisé par Antoine Laura. J'avais eu écho de ce documentaire par des sources sur internet, et je peinais à le trouver, donc j'ai envoyé un mail au réalisateur, lui demandant est-ce qu'il n'y a pas moyen d'avoir un lien pour visionner ce documentaire, et j'avais envoyé ce mail en juin. Et puis il m'a répondu il y a 2 semaines, oui voilà, je te donne le lien. J'ai regardé et c'était ultra passionnant. Et il y a énormément d'anecdotes intéressantes par rapport au bal clandestin. Si même que il y avait des nazis qui sont arrivés dans un bal clandestin en France pour se demander qu'est-ce qui se passait, et ils ont été pris de court, pris au bar et pris par les femmes pour aller danser avec elles, et les résistants qui étaient présents pendant la soirée se sont échappés pour aller faire péter les rails pour saboter les opérations militaires. Donc ces bals interdits ne sont pas d'une si grande inutilité. C'est ce qui est relaté dans le documentaire et dans le livre. Les gens à cette époque ont une envie par-dessus tout de se retrouver pour danser, pour célébrer. Même si l'époque n'est pas du tout adéquate, mais on a pu vivre quelque chose qui ressemble, où on n'a pas le droit de sortir, on n'a pas le droit de danser, les bars, les danses sont interdites. On a connu quelque chose d'un peu similaire à cette époque, même si ça n'a rien à voir, évidemment. Toujours est-il que la danse est interdite, les bals sont interdits, il y a des lois qui sont écrites au fur et à mesure. Les préfets prennent des initiatives. L'organisation de tout bal public dans les débits, rues, places communales, établissements publics, cours et propriétés privées, closes ou non closes, est interdite, quels qu'en soient les motifs et le but. Ça, c'était le préfet des Côtes-du-Nord, juillet 1941. Ça fait quand même un petit moment que je m'intéresse au bal, aux danses traditionnelles, et c'est pour ça que j'en suis venu à ce sujet. C'est parce que ça mélange un fait historique avec des danses traditionnelles, même si encore une fois l'aspect chorégraphique ici c'est pas le plus important. Et c'est quand même fou qu'une histoire de la danse de cette époque ait réussi à perdurer dans le temps, surtout qu'on est à une époque où on parle de la guerre, on parle pas forcément de danse. Et comment on en est venu à avoir ces récits? Sachez aussi que les bals avant la guerre ne font pas l'objet d'énormément d'histoires. C'est quelque chose de totalement normal. Tu te réunis le dimanche en fin de semaine pour aller célébrer, te reposer et aller voir tes amis, danser, faire la fête en musique. Voilà. C'est pas quelque chose d'anormal. Et qu'est-ce qu'on danse à cette époque? On danse la java, on danse la mazurka, on danse la valse et on danse le tango. Tango tout frais, ça vient d'arriver, c'est quelque chose de fou et vous allez voir que c'est soumis à des restrictions. Cette danse aussi. Et forcément, on n'a pas de DJ à cette époque pour mettre l'ambiance, donc il nous faut un accordéoniste. Vous voyez, dans le documentaire ou dans les archives, dans le livre, ça parle tout le temps d'accordéon. C'est vraiment l'élément central. C'est un instrument assez facile à transporter. C'est pas comme si c'était une batterie. Tu peux aller de village en village avec cet accordéon. Une batterie, c'est plus compliqué. Toujours des chiffres dont on n'est pas trop sûr parce que c'est toujours difficile de chiffrer exactement une époque aussi lointaine. On aurait 440 bals clandestins qui se seraient déroulés pendant cette période. Le moment du bal, c'est un moment sacré. C'est le dimanche, le jour du Seigneur. Et il y a des gens qui passent leur dimanche à l'église et d'autres qui vont dans les bals. Et vous allez voir, encore une fois, dans cette histoire de la danse, la religion est tout le temps un élément qui surplombe cette époque. La quasi-totalité des bals se passe le dimanche. Véritable casus belli pour l'église. En effet, cette journée de repos ne doit pas être consacrée aux loisirs mais au Seigneur. Dans 80% des annonces, l'heure d'ouverture est signalée. Heure précise parfois, mais le plus souvent simple indication, matinée ou soirée. La matinée débutant entre 14h et 17h et la soirée autour de 20h. Dans la grande majorité des cas, le bal se déroule en matinée et en soirée. Danseuses et danseurs rentrant chez eux pour souper ou se restaurant sur place avant de retourner sur le plancher. Cette interruption permet aussi aux musiciens de se reposer avant d'attaquer la soirée, qui se clôt vers minuit, mais déborde parfois jusqu'à 2h ou 3h du matin.
Et dans ce livre, on a plein de petits graphiques, de petites statistiques sur les balles à cette époque. Donc là, on voit l'évolution des balles entre 36 et 39, juste avant la guerre. Et vous allez voir que pendant la guerre, évidemment, ça va baisser. Et si ces balles sont clandestins, où se déroulent-ils? Faut quand même être à l'abri des gens, des regards, pour pas essayer de se faire choper par les patrouilles. On comprend aisément que ce ne sont guère des conditions idéales pour danser. On est fort loin des parquets cirés des dancing, des planchers démontables des balles sous tente, des allées de boules ou même des sols des bistrots. Terre retournée, flaques, ornières, cailloux dans les carrières. Limite les possibilités des danseurs réduits à ne pratiquer que des marches. Impossible de glisser et donc de valser ou de risquer un tango sur ces terrains de fortune. Fort logiquement, on se tourne alors vers des structures qui offrent les deux extrêmes, un toit et un sol digne de ce nom. Tout ce qui rassemble ces deux attributs est alors accaparé. D'autant mieux qu'il est inoccupé, à l'écart des lieux fréquentés et facile à investir, car on ne s'embarrasse pas toujours de l'accord du propriétaire. Et s'il y a des lois qui vont venir interdire les balles, c'est parce que on a peur de l'attaque de l'ennemi. Et donc c'est à ce moment-là qu'on va commencer à poser des restrictions. Et je vous ai dit au début de la vidéo comment c'est possible d'avoir autant de traces de ces balles clandestins à cette époque, surtout qu'ils sont clandestins, donc à l'écart, donc on évite de trop en parler. Eh bien, l'élément central de ce livre, c'est l'utilisation des PV qu'ont mis la police pour réprimander les danseurs et danseuses dans les bals clandestins. Et donc c'est assez fou parce que avec ce PV, t'as plus de précision sur le lieu, sur le déroulé, sur les objets, parfois même sur les instruments, parfois, vraiment si on veut aller dans la précision, sur les danses pratiquées. Et encore une fois, le rôle de l'église. À cette époque, la vie religieuse commence à reculer de plus en plus. Et donc l'église met en place des questionnaires pour essayer de savoir si oui ou non les gens sont encore intéressés par l'église. Enfin, une attention particulière a été portée sur le rôle de l'église catholique, très engagée dans la lutte contre les danses immorales et les bals publics, tant avant-guerre que pendant l'occupation. Le questionnaire pour la visite canonique des paroisses de 1936 à 1939 a été systématiquement dépouillé, tout comme la presse épiscopale ainsi que quelques bulletins paroissiaux. Je trouve ça fou quand même que nous soyons allés chercher des informations dans un questionnaire sur la vie religieuse, parce que ils vont demander sur ce questionnaire si les gens ont écho d'une certaine danse qui s'appelle le tango, si ils voient qu'il y a un recul de la vie religieuse, si les gens sont toujours centrés sur Jésus. Et donc vous vous doutez, ce qui est bien intéressant, c'est de savoir c'est quoi ces questions. Et j'en ai pour vous. Y a-t-il dans la paroisse des maisons où les danses sont organisées avec ou sans piano mécanique? Qu'a-t-on fait pour remédier à ce désordre? A-t-on réussi? Des sanctions ont-elles été prises et lesquelles? Travaille-t-on le dimanche dans la paroisse, notamment à l'époque de la moisson? A-t-on été contraint d'appliquer des sanctions? Dans l'ensemble, la vie chrétienne est-elle en progrès ou en recul? Y a-t-il perversion dans les mœurs? Quelles en sont les causes? Y a-t-il des naissances illégitimes? Sans doute parce que dans ces bals, les gens continuent de prospérer. Et dans le documentaire de Antoine Laura, il y a des couples qui racontent qu'ils se sont rencontrés dans les bals, que t'invitais une femme pour la faire danser, etc. et que souvent tu finissais je ne sais où. Et je vous jure que l'église n'y va pas de main morte dans les sanctions prises à l'encontre de ces danseurs qui vont dans les bals clandestins et qui font reculer la vie religieuse. Si au lit de la mort, le tenancier déclare se repentir et s'engage devant témoins à supprimer désormais chez lui toutes les danses indiquées précédemment, il pourra recevoir les sacrements et être enterré religieusement, mais avec des honneurs à restreint. Quant aux enfants des tenanciers habitant chez eux, ils n'auront pas le droit aux honneurs pour les baptêmes, les mariages et les enterrements. Oui, vraiment, danser c'est péché. Surtout quand tu vas faire du tango, ça commence à devenir une danse très sensuelle et ça leur plaît pas. Qu'est-ce qu'ils penseraient de certaines danses d'aujourd'hui? Les danses sont autorisées à l'occasion des mariages et seront exécutées autant que possible en plein air, mais à l'exclusion des danses appelées danses modernes, qui demeurent toujours prohibées en raison de leur caractère absolument immodeste. Alors qu'est-ce que je vous raconte? Ça, c'est les sanctions prises par un évêque, l'évêque de Quimper, contre les organisateurs de bals, les musiciens et les danseurs en 1932. Et oui, ce qui fait peur aussi, c'est la peur de l'étranger. Parce que l'influence américaine commence à être énorme, surtout avec le jazz. Et les questionnaires sur la vie religieuse, c'est pas fini, il n'y en a pas eu qu'un, il y en a eu plusieurs, notamment dans La Semaine religieuse, qui était un journal à cette époque. Et ils reprennent encore un nouveau questionnaire. Et ce questionnaire, il est très particulier, parce qu'il ne demande pas seulement de répondre à des questions, il te demande de voir, de juger, puis d'agir. Le bal est-il dans votre région une source de démoralisation?
Les bals sont-ils nombreux? Quel caractère ont-ils? Jeunes gens et jeunes filles aiment-ils beaucoup cette distraction? Maintenant, on demande de juger. Quelle est à votre avis l'influence des spectacles, cinéma ou autres distractions qui peuvent attirer les jeunes à la ville voisine? Et dernier point, vous devez agir. Quelle sera notre attitude à l'égard du bal? Une fois qu'une telle attitude en telle circonstance aura été décidée en commun par les militants de la jeunesse agricole chrétienne, d'accord avec l'aumônier, il faut que tous s'y confortent avec discipline. Et vous savez, encore une fois, si la musique étrangère n'est pas trop bien vue, que penser d'une danse qui s'appelle le tango, qui est assez sensuelle, qui est très nouveau? Eh bien, nous avons une réponse. Nous condamnons la danse d'inspiration étrangère connue sous le nom de tango, qui est de sa nature lascive et offensante pour la morale. Les personnes chrétiennes ne peuvent, en conscience, y prendre part. Les confesseurs devront agir en conséquence dans l'administration du sacrement de pénitence. Et encore une fois, cette dénonciation du tango, elle apparaît dans la semaine religieuse de Paris. Et il y a énormément de sanctions qui vont être prises contre les organisateurs de bal. Parce que ce sont ces personnes-là qui prennent le plus cher dans l'histoire. Les danseurs et danseuses, ils peuvent partir un peu en courant, on les laisse un peu partir. Les musiciens, compliqué parce qu'ils foutent le bordel, ils ont leurs instruments, on les punit un peu plus. Mais les organisateurs, c'est eux les pires. C'est eux qui organisent ce bordel. C'est eux qu'on punit. Et vous voyez ici sur la carte le nombre de sanctions qui ont été prises contre ces organisateurs. Je vous conseille fortement d'aller essayer de regarder Le Temps des bals clandestins, le documentaire qui m'a servi à écrire cette vidéo. Et si vous avez la force, d'aller lire ce livre parce qu'il résume quand même encore mieux l'histoire avec beaucoup plus de détails. Et je vous ai dit, la partie chorégraphique, c'est pas ce qui nous a intéressé le plus aujourd'hui dans la vidéo. C'est plus le contexte, toutes les sanctions qui ont été prises. Qu'est-ce qu'on dit des danses à cette époque? Immorales, pas morales, les danses modernes, les danses étrangères, ah. Mais voilà, il y a quand même beaucoup de parties de ce livre que j'ai un peu zappé parce que c'est très statistique. Il y a beaucoup de chiffres, très en détail, beaucoup de sociologie, c'est tellement intéressant. Mais voilà, moi ce qui m'intéresse, c'est l'histoire de la danse. Qu'est-ce qu'on pense de la danse à une telle époque? La danse traditionnelle, quelle place prend-elle à cette époque où le jazz et le tango arrivent? L'histoire du tango, c'est super intéressant, peut-être dans une prochaine vidéo. C'est vrai que ça fait plusieurs vidéos, encore une fois, que je me focalise sur l'église, le rôle de l'église à cette époque-là, et qu'est-ce qu'elle dit des danses. Mais je fais pas exprès, c'est juste qu'à chaque fois je cherche une histoire de la danse, c'est vrai que ça intervient beaucoup. Aujourd'hui, on en entend très peu parler, voire pas du tout, de certains dramas qui arrivent un peu sur internet, où il y a des gens qui vont se filmer dans les églises pour aller danser. Bon, à ne pas faire. Mais comme à cette époque, l'église avait une influence considérable sur les mœurs, sur la vie quotidienne, et bah c'est pour ça qu'elle se permettait un peu plus de parler et d'avoir ses arguments dans la semaine religieuse, de dénoncer le tango, de dénoncer toutes ces organisations, etc. Les choses retournent un peu à la normale après 45, au printemps 45, où les bals vont sortir de la clandestinité et retourner un peu à la vie normale. Ce qui peut être intéressant d'aborder dans une vidéo, c'est le sujet des bals. Pourquoi il y en a moins aujourd'hui? Pourquoi on se réunit moins le dimanche? Même s'il y a certains clubs à Paris qui existent où on se réunit, c'est aussi une sorte de bal. Sachez qu'il y a énormément de choses qui existent encore par rapport aux danses traditionnelles dans les régions. Et c'est un sujet que je vais aborder encore dans de futures vidéos, voire de futurs projets, mais on découvrira ça plus tard. Merci à tous de m'avoir écouté, c'était Encapostique. N'hésitez pas à partager la vidéo, à liker, à commenter, à en parler autour de vous, des gens qui aiment l'histoire de la danse. Moi j'essaye de m'activer à fond pour vous parler de danse, d'histoires un peu comme ça cachées. Parfois on parlera de chorégraphes, de moments de la danse, des esthétiques, des spectacles. Il y a plein de choses qu'on va aborder sur cette chaîne. Donc restez connectés et puis partagez tout ça. N'hésitez pas à suivre aussi les actualités sur les réseaux sociaux, sur Instagram, principalement en fait. Merci beaucoup et à bientôt.